J'ai investi au meilleur moment. On parle d'immobilier, d'investissement passif. C'est faux. C'est totalement faux. Ouais. C'est une martingale de ouf, acheter les bureaux. Quand tu vois un truc, tu te dis, mais c'est chelou, c'est pas très cher ce machin. Tu fais une offre. Tu t'en fous. Tu fais une offre et après tu te démerdes. J'ai mis la barre assez haute. J'ai dit, je veux que ce soit le plus beau bureau de France. Aujourd'hui, au coin de ma rue, j'ai croisé Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, il a interviewé des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs. Mais aujourd'hui, c'est lui l'interviewé. Il va nous raconter son patrimoine personnel. Il fait du co-living, il a acheté ses bureaux, il fait de l'investissement locatif. Et il va nous raconter tout ça. Au coin de ma rue. Salut Mathieu. Salut Raphaël, ça va? Merci de... Ouais, ça va très bien et toi? Ben ouais, pleine forme. T'as passé une bonne journée? J'ai passé une très bonne journée. Je sors d'un rendez-vous, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, avec Nicolas Dufour de la BPI. Tu vois, Dufour qu'on dit d'ailleurs. Ouais. C'était une belle rencontre de passionnés d'entrepreneuriat, c'était assez cool. C'était pour faire du business ou c'était purement pour se connaître? Pour se rencontrer comme ça, et c'est quelqu'un de très curieux. Bah, il a très bonne réputation. Ouais, exactement. Et puis qui a transformé de manière incroyable la BPI en 11 ans. C'était un espèce de vieux truc poussiéreux, Oseo en Var, je sais pas si tu te parles, mais voilà, incroyable. Non, bah, j'entends que des bonnes choses à propos de lui. Peut-être qu'on l'aura un jour sur ce podcast. Bah, je te le souhaite. Bon, déjà, je vais commencer par te remercier au nom de tous les entrepreneurs de la French Tech parce que je pense que tu donnes une visibilité extraordinaire à tous ces dirigeants de start-up, cofondateurs, etc. Et bon, franchement, moi, j'avais fait l'épisode et j'avais reçu des retours nombreux et très qualitatifs. Selon les invités, il y en a pour qui ça change, c'est ma grande fierté aussi, mais le cours de leur aventure entrepreneuriale. Non, mais c'est dingue, il y a deux buts, c'est passer sur TF1 ou passer sur Génération de 8 sur Self. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de tes finances perso, parce que c'est un sujet sur lequel on aime bien faire un peu de pédagogie et d'éducation. Et du coup, est-ce que déjà tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé dans l'investissement immobilier, les finances personnelles, la martingale, qui est un podcast que tu as sur le sujet? Écoute, paradoxalement, je me suis toujours intéressé, j'ai toujours été une sorte d'entrepreneur dans le sang, c'est vraiment un truc que j'ai dans les tripes, mais je me suis jamais trop intéressé à l'argent, en tout cas au niveau perso. C'est pas un truc qui m'a... j'ai jamais été trop dans un gros trip d'enrichissement personnel. Mais j'ai vite compris que c'était en tout cas l'argent en soi, j'ai vite compris que c'était un moteur, une essence, pardon, de l'essence, c'était de l'énergie pour avancer dans la vie. Et donc, c'est plus sous ce prisme que j'ai essayé de comprendre un peu les mécanismes autour de l'argent, les métiers dans lesquels tu pouvais en gagner. Tu vois, moi, je suis un peu plus vieux que toi, je pense, et si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais fait du trading, tu vois. C'était vraiment début des années 2000, quand je sortais de cours, tous mes potes qui voulaient faire de l'argent, ils en ont tous fait beaucoup d'ailleurs. Moi, je suis assez vite allé dans la tech, et finalement, j'ai assez vite été entrepreneur. Et quand tu es entrepreneur jeune, t'as pas d'argent en vrai. Tu le disais d'ailleurs dans ce post LinkedIn que tu as fait ce matin qui cartonne. En fait, tes premières années d'entrepreneuriat, si tu es entrepreneur pour gagner de l'argent, honnêtement, il y en a très très peu déjà qu'on gagne beaucoup. Et surtout, les premières années, c'est vraiment vache maigre, quoi. Moi, quand j'étais jeune, ça m'arrivait de pas sortir avec des potes parce que je savais qu'ils allaient dans des gros restos ou des trucs que je pouvais pas me payer. Je leur disais non, je suis désolé, je suis pas dispo. Je leur disais pas, j'ai pas les moyens, je voulais pas faire le crevard, et puis petit à petit, en fait, il y a un peu d'argent qui est venu et je me suis dit tiens, il faut que je m'y intéresse. Mais entre-temps, j'ai quand même eu cette passion pour l'immobilier qui est née pour moi entre 2005 et 2010. C'est venu comment ça? J'ai vu un ou deux de mes potes. J'ai quand même été employé pendant 3-4 ans. Et entre 2002 et 2005, 3 ans. Et j'ai un de mes potes qui avait acheté un truc... en plus, pas loin de mon bureau, là, je pense qu'il avait payé 1005 ou 2000 euros du mètre carré. C'était en 2003, tu vois. C'est où tes bureaux? Je suis rue de Saussure, donc Pont-Cardinet. Dans le 17e, je pense qu'en face, aujourd'hui, juste en face de là où il y a des trucs qui se traitent à 17 000. Alors, dans les beaux immeubles, dans les trucs, c'est les plus chers. Hein. Ça doit être plutôt 12 000 ou 13 000 le mètre. Mais lui, il l'a payé quasiment 10 fois moins cher, tu vois. Et en quelques années, je l'ai vu, tu vois, doubler sur un truc, doubler sur un autre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous Et j'ai fini par me lancer, moi, en 2009, en plein fond de la crise des subprimes. C'était un bon moment pour investir, ça?
C'est marrant parce que en fait, j'ai investi au meilleur moment et je le savais absolument pas. C'est-à-dire que, en gros, tu regardes toutes les courbes. J'ai acheté en juin 2009. Le fun fact, c'est qu'il y a 10 jours, j'avais emprunté sur 15 ans et il y a 10 jours, j'ai reçu mon papier de la BNP qui me dit c'est bon, t'as tout payé. C'est la première fois que j'ai reçu ça. C'est quand même assez cool quand t'as fini de payer un appartement. Et t'as encore l'appart. Et j'ai encore l'appart, ouais. Incroyable. Et donc, qui s'est payé tout seul, s'est payé tout seul en 15 ans, quasiment. J'étais pas net positif, j'étais un peu... Mais bon, et en fait, tu as une courbe vraiment descendante. En fait, et c'est un peu pareil, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que tu as une crise, les gens gardent, se disent je peux pas vendre, ils essaient de vendre à 12, 13, 14 000, enfin les prix du mètre carré qu'il y avait jusqu'à il y a. Et puis ça vend pas, le marché se frise, les agences cassent tous la gueule parce qu'il y a plus de transactions. Puis tout d'un coup, les mecs qui ont notamment comment on appelle ça, un prêt intermédiaire là, un prêt relais. Ouais. Ils sont pris à la gorge, ils sont obligés de vendre, et puis au lieu de vendre à 14, ils vendent à 10, puis il y en a qui vendent à 8, 9, 8, et puis ça collapse. Donc post-crise, c'est le moment parfait pour acheter. Mais c'est pas immédiatement, tu vois, t'as un lag, t'as un délai. Genre 1 an, 6 mois, 1 an. Un an, et moi je pense que c'était une bonne année, et c'était en juin 2009, et j'ai acheté à 80 mètres carrés dans le 18e, à les 200 mètres du Moulin Rouge, à 5000 du mètre. Et c'est une autre époque. Très, très peu, voilà. Et je pense que au mieux, dans cette rue, c'est monté à 13-14. Moi, je suis à 5e et 6e sans ascenseur, donc ça devait être un peu en dessous. Mais j'ai fait largement 2,5 fois en valeur. Tu vois, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Donc ça, c'est 2009, t'achètes ton premier appart. Ouais, et donc, c'est là où... Mais je m'intéresse... Encore une fois, c'était même pas vraiment de l'intérêt, tu parlais de finances perso. C'est un pote, tu le vois faire, et après, tu reproduis. Ouais, et du coup, je regardais un peu les trucs, puis je me suis dit... honnêtement, on n'avait pas tant les moyens que ça avec ma femme pour faire ce truc. Et puis, on s'est dit, bon, allez, on essaye. Donc, ça valait 400 000 euros. Et on pensait que la banque refuserait, on pensait que... Enfin, voilà, et en fait, tout est passé. Comme quoi, faut oser aussi à un moment. Voilà. On s'est bien mis au max du max, quoi, en termes d'emprunt et tout ça. Et donc 2009, c'est ton premier appart. Depuis, tu as fait d'autres investissements ? Ouais, on a acheté notre appart avec ma femme. Ça, on a moins fait une bonne affaire, mais c'était pas. On a acheté dans des prix de marché. Mais ça, je suis moins regardant sur un appartement qu'est le tien. Parce que si tu achètes à un prix de marché, que tu revends à un prix de marché, tu perds pas d'argent, t'en gagnes pas, mais en revanche, tu veux être... moi, je voulais être vers la Plaine Monceau, dans le 17e, tu vois. On a acheté un prix de marché, on a revendu un prix de marché plus cher, on a racheté un peu plus loin, un prix un peu en dessous du marché. Bon, à chaque fois, j'essaie quand même de négocier un peu, mais voilà, je prends pas d'agent, jamais, quand je fais moi-même les ventes, parce que je me dis, filer... j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour plein d'agents immobiliers, mais bon, autant le faire tout seul, quoi. En tout cas, dans un marché boule, ça se fait tout seul. Et donc là, tu es propriétaire de 2 apparts, c'est ça ? Ouais, un peu plus maintenant. Je pourrais te raconter. Enfin, là, j'ai fait un co-living. J'en ai parlé. J'ai tout un épisode là-dessus sur la martingale. J'ai acheté une maison à Colombes qui faisait... c'était dans un état... c'est quand même un peu de boulot. Je pourrais revenir d'ailleurs et vraiment faire un gros débrief là-dessus. En fait, comme il y avait toute une partie qui était insalubre, c'était pas considéré comme du Carrez. Donc on a acheté un truc qui devait faire entre les estimations entre 110 et 117 Carrez. Déjà, comment t'es arrivé sur cette opportunité ? Par Loïc Audet de ImmoCities. Mais ImmoCities, depuis, s'est planté. Mais Loïc est toujours un ami et quelqu'un avec qui je bosse sur certains trucs. Ok, donc lui te présente l'opportunité. Il me présente l'opportunité, on l'achète avec un de mes potes, parce que ma femme voulait pas le faire avec moi. Tu l'achètes combien ? Je l'achète 600 000. On fait 600 000 euros de travaux. Et à la fin, on ressort avec 270 ou 280. Donc on passe de 117 mètres à 280 mètres carrés, 10 chambres, une salle de bain par chambre, une télé par chambre. Donc chacun a son unité, tu rentres dans ta chambre, c'est vraiment un co-living, tu vis en autonomie là-dedans. Tu as une grande cuisine, un grand espace commun, un jardin. Tu vois, tu as une entrée, une buanderie. Et tu loues combien la chambre ? On loue, selon la taille des chambres, entre 700 et 1300. Il y en a qui sont des gros apparts, il y en a qui font 45 mètres carrés. Et c'est vous qui l'opérez ou c'est un... Non, on a un partenaire qui s'appelle Cooloc. Et qui gère très bien. D'ailleurs, je suis très content de Cooloc. Trop bien. Et voilà. Mais c'est...
Alors là, j'arrive, parce que bon, après, j'ai fait des bureaux, puis j'en ai un ou deux autres, j'en ai racheté un au-dessus de chez moi, bon, des petits trucs qui traînent à droite, à gauche. Tu arrives à suivre un peu ton patrimoine Non, mais en fait, j'arrive à un moment où c'est chiant. Ok. C'est-à-dire que quand tu as donc celui du 18e, je suis en train de le refaire. Là, je vais mettre trois chambres dedans. Ça va être une sorte de mini co-living ou une coloc. À l'origine, c'était une coloc. Mais là, je crois que je vais le mettre en moyen terme parce que j'ai fait un épisode sur la martingale sur la location moyen terme. Le court terme, je peux pas puisque c'est pas ma résidence principale. Ouais. Donc, tout ce qui est location moyenne durée, c'est-à-dire au-delà de 30 jours, je peux. Ok. Et moyenne durée, ça correspond à quoi? C'est des expats qui viennent? C'est des boîtes souvent qui te les prennent. Okay. Voilà, ça va être 30 jours au plus. Okay. Donc ça, tu peux. Et tu loues ça. Normalement, c'est un truc que je louerais maintenant à peu près 3 000 € par mois, une coloc normale. Ouais. Et là, de ce que j'ai vu sur de la moyenne durée, nette de frais, parce que je vais le faire gérer par quelqu'un, ça va varier entre minimum 4 000, 4 500 et peut-être 7 000 8 000 € certains mois, tu vois. Donc, du coup, sachant qu'il m'appartient, ça peut changer un peu ma vie, tu vois. Carrément. Et voilà. Donc, ça, c'est assez cool. Non, mais le co-living, c'est... en fait, tu as opéré 10 chambres. Ouais. Tu vois, tout est complètement... on met dedans tout le matériel. Donc, tu as frigo, grille-pain, voilà, tu vois. Et donc, puis, tu as les entrées, les sorties. Les entrées, et ça, gérer. Enfin, je veux surtout pas le faire moi. Ouais, heureusement qu'on a Coloc qui le fait. Ils vous prennent combien, Coloc? Ils prennent 8% de mémoire. Okay, ça mais va. C'est 8%, mais à la fin, quand même, tu vois, quand il faut changer un grille-pain, ça doit pas être dans les 8%, je pense pas. Ah, oui. Et puis, ils te demandent, est-ce que je peux changer le grille-pain? Ah tiens, il y a la machine qui truc. Ah bah, il y a une fuite dans tel machin. Et en fait, assez vite, quand tu opères des trucs comme ça, ça devient un business, en fait. Ouais. On parle d'immobilier, d'investissement passif, c'est faux. Ouais. C'est totalement faux. Quand t'en as un, c'est à peu près passif. Quand t'en as un avec un peu de chance, quand j'avais ma coloc pendant 15 ans, là, ça se gérait à peu près tout seul. Ça me prenait, si je cumule, l'équivalent de 1 à 2 journées de travail par an. Donc, t'es quasi passif. Mais quand tu commences à en avoir beaucoup, y a un moment où, en fait, tu peux plus le gérer tout seul. Et donc, ça te coûte de l'argent et c'est pas du tout passif. Ouais. Et puis, il y a un truc assez spécifique aussi, c'est que t'as acheté des bureaux. Ouais. Ce qui est assez original. On a reçu une dizaine de personnes dans le podcast jusqu'à aujourd'hui et il y avait assez peu de bureaux. C'est quoi l'idée derrière? Est-ce que c'est un investissement rentable? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est une martingale de ouf, acheter les bureaux. Non, mais c'est... alors évidemment, il faut bien les acheter. De toute façon, il y a une règle. Alors, tu vois, dans l'immobilier de commerce, on va dire emplacement. Moi, je vais dire dans l'immobilier en général, c'est prix d'achat. Moi, j'ai des agents qui me contactent presque tous les jours avec la martingale, qui me disent j'ai une super opportunité, etc. Là, j'ai fait une offre sur un truc il y a 2 semaines. Le mec me propose l'affiche à 6 millions, je lui en propose 2. C'est simple, hein. Je pense que le mec, il a juste envie de me claquer la gueule. Mais tant pis. Je veux dire, il y a des gens, de temps en temps, ils acceptent. Ça arrive, tu vois. Et donc, moi, je propose ce que j'estime que ça vaut. Et voilà. Et sur un bureau, en fait, si t'es au bon moment, pareil. Alors, tu te dis, j'ai eu de la chance. Mais en fait, j'ai pas de la chance. Je visite plein de trucs. Je fais des offres. J'en ai la majeure partie qui est refusée. Puis, une fois de temps en temps, il y a un truc qui passe. Et voilà, je suis opportuniste et je le fais. Ce bureau qu'on a acheté... Alors, je vais revenir, mais pourquoi acheter un bureau? Quand tu es en perso, tu as un salaire. Toi, ton salaire, il est public. Tu l'as donné sur LinkedIn ce matin. Tu as un salaire. Tu vois, tu peux pas t'acheter, toi, avec ton salaire, un appart à 5 millions. Parce que ton banquier, il va te dire t'es sympa, Raphaël, mais en fait, 5 millions, ça passe pas. Capacité d'endettement, c'est... Soit tu lui apportes 4 millions 9, et là, il va te dire oui, c'est possible, mais sinon, non, mais j'exagère un peu. Je suis pas né dans la bonne famille. Et voilà. Et donc, alors qu'un bureau, avec Matera, il est probable, tu fais combien de chiffre d'affaires avec Matera? 20 millions. 20 millions. Vous êtes combien? 200 salariés. 200 salariés, alors vous n'êtes pas tous au même endroit, j'imagine maintenant. Non, il y en a en Allemagne, en remote. Combien à Paris, par exemple? 120, 130. 120, 130. Donc, tu dois pouvoir avoir un bureau qui ferait 1000 mètres carrés. Voilà. De toute façon, tu comptes grosso modo 10 mètres carrés par personne. Moi, je suis descends un peu en dessous, 8. Okay. Mais on va dire, pour arrondir 10 mètres carrés, tu pourras acheter 1200 mètres carrés à Paris. De toute façon, ce loyer, c'est exactement la même dynamique qu'en perso. Si tu ne te le payes pas à toi, tu vas le payer à quelqu'un d'autre. Là, on paye 90 000 € par mois à Morning. Voilà. Je te parle de 1200 à 1300 mètres carrés. Tu vas dire, je vais grossir et puis je vais sous-louer une partie. Donc, tu vas en acheter 1500. 1500 mètres carrés. J'arrondis, mais allez, ça coûte entre
15 millions et 20 millions. Ouais. Ok. Ouais. Toi, les parts de ta boîte... Dans le centre de Paris. Hein? Dans le centre de Paris. Ouais. Allez, dans le centre de Paris, tu peux être à plus, parce que là, je t'ai dit entre 10 et 12 000 du mètre. Okay. C'est pas très cher quand même. T'es pas tier 1 en tout cas. Ouais. Ok. Ce que tu as dit là, ce matin, c'est qu'il te restait... Je redis des choses qui sont en ligne. Il te reste 11-12% de ta boîte. C'est ça? Ouais, exactement. Ok, qui vaut 105 millions. Exact. Donc à peu près l'équivalent de 10 millions ish. Ok. Si demain, tu peux acheter tes bureaux en nantissant une partie peut-être de cette boîte en disant moi je vous garantis que je vous rembourserai ou je sais pas. Après le problème c'est que tu as d'autres actionnaires qui seront peut-être pas contents, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais à ce moment-là tu vas pouvoir dire bon bah ok regarde, moi j'achète ces bureaux 15 millions, alors idéalement il faut que tu les achètes 12, 11, 10, un truc dégueu à refaire entièrement. Et puis là en fait tu vas payer tes 90 000 euros au lieu de les payer à Morning, on embrasse Clément Alteresco quand même, mais tu vas te les payer à toi-même. Et à la fin, ça se paye en 12 ans, généralement, 12 ou 15 ans max en bureau. Ouais. Dans 15 ans, avant ta retraite, au lieu d'avoir que tes 10 millions, ce qui est déjà pas mal, disons-le en passant, de Matera, tu auras 10 ou 15 millions de plus, tu auras doublé la mise grâce à tes bureaux. Ouais, alors ça, c'est le scénario extraordinaire. Il y a juste une chose, c'est comment est-ce que tu finances cette opération? Parce que de ce que je comprends, les banques, quand tu achètes des bureaux, ils veulent que tu apportes, je sais pas, 30-40% au moins du montant total de l'opération. Donc comment je trouve 4 millions d'euros pour acheter des bureaux à 12-15 millions d'euros, quoi? Alors déjà, je te dis, tu peux probablement nantir une partie de tes parts. Tu peux mettre ton appartement perso. Madame Di Meglio sera peut-être pas très contente, mais pas sûr que non, mais tu peux faire un certain nombre de choses, apporter des garanties. Okay. Tu peux faire un crowdfunding. Ouais. Sur des montants comme ça, il y a des plateformes de crowdfunding qui se diront ouais, ça me semble faire, la boîte elle est saine, on va accompagner Raphaël, pourquoi pas. Et tu peux faire un truc secret qui sort de ma box secrète que j'ai fait une fois, ça m'intéresse. Qui s'appelle un crédit bail immobilier. Alors en ce moment, les taux sont moins intéressants que en 2017 quand je l'ai fait évidemment, mais le crédit bail immobilier c'est comme une LOA. Donc moi, mes bureaux... C'est quoi une LOA? Une location avec option d'achat. Ah oui. Donc mes bureaux rue de Saussure, en fait, je les ai pas achetés. Ok. Voilà, tu dis, putain, le mec, il raconte que des conneries. Non, je les ai pas achetés, mais je les ai achetés. Comment j'ai fait ça? J'ai contacté 8 banques. Ils m'ont tous... Honnêtement, ma boîte, elle avait 3 ou 4 ans. Tout le monde me disait, mais mec, tu n'auras jamais les 2 millions et quelques. Tu faisais combien de chiffre d'affaires? 700 000 ou je sais pas, enfin, non mais, peut-être, je sais plus, je vais dire des conneries, peut-être que c'était 1 million ou... Et les bureaux, en tout cas, les bureaux valaient, le total, ça nous a coûté, ils nous ont prêté 2 millions 100. D'accord. Tout le monde disait c'est impossible. D'accord. Et je leur ai écrit un roman, je leur ai raconté des tas de choses. Je te le donnerai, je le mettrai à disposition si tu veux de tes auditeurs, voilà, pour le mettre dans le et je le mettrai en open source, il y a pas de souci. J'ai écrit un truc, mais qui était vrai, mais c'était voilà tu vois ma vision du truc, pourquoi ça allait marcher donc c'était pas un accident. Sur les 8 demandes de 7 demandes que j'ai faites, il y en a 6 qui ont été acceptées par les banques. Ouais. Donc voilà. Encore une fois, c'était peut-être une autre époque. Et j'ai pris la 8e, qui est la Société Générale qui est venue me voir avec une jeune femme qui s'appelle Julie, qui est arrivée et qui m'a dit, moi j'ai mieux à te proposer, c'est le crédit bail. Ça, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand même qu'il y a une espèce de... En fait, la relation personnelle avec les banquiers est importante et l'histoire que tu racontes est importante. Et la vision. C'est quelque chose. Ouais, et la vision que tu donnes est super importante. Mais j'avais l'impression que, moi, j'ai l'impression que les gens se disent il y a uniquement les indicateurs financiers, etc. Mais non, il y a aussi une vision, il y a aussi une relation à établir avec son banquier. Moi, je suis arrivé, à l'époque, on parlait assez peu de coworking. Morning n'existait pas, ça s'appelait bureau à partager, c'était vraiment pas un truc de ouf, mais c'est comme le co-living, en fait. Moi, je suis une sorte de cobaye de moi-même. J'entends des trucs dans mes podcasts, je me dis, tiens, je vais tester. J'ai acheté un bureau, nous, on était littéralement 12 à Paris, peut-être 15. J'ai acheté un bureau pour 60 personnes. C'est-à-dire, tu vois, et je leur ai dit, mais en revanche, je vais le louer. Je vais le louer comme ça, voilà mon business plan, voilà comment ça va se passer, etc. Okay. Honnêtement, je pense que sur les 2 millions 100, on a dû en apporter même pas 100 000. Ah ouais. Donc le crédit bail immobilier avec Julie. Crédit bail immobilier avec Julie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, plutôt que de faire un apport à l'origine, tu dois le faire à la fin. Tu dis, attends, c'est chelou. C'est une location avec option d'achat. Donc, le propriétaire de mes bureaux s'appelle la Sogefimur, qui est la filiale de la Société Générale. Ils ont tout ça, toutes les banques ont ça, qui fait le crédit bail. Elle achète les biens.
elle me les loue à un prix, tout est défini à l'avance, j'ai tout, enfin comme dans les crédits, tu vois, je connais le prix, voilà, donc j'achète ça avec une SCI qui est la filiale de ma société mère, enfin d'une holding. Je le loue pendant 12 ans et au bout de 12 ans, je dois sortir 500 000 euros pour payer le solde. Donc, j'ai payé sur les 2 millions 100, 1 million 6, et puis les 500 000, je dois les sortir. Donc, je les mets de côté tous les mois pour qu'à la fin, je puisse sortir, ou sinon, je pourrais les réemprunter pour payer ce bureau qui, aujourd'hui, doit valoir 4 millions 5. Et les 1 million 6, c'est les loyers que tu as payés au fur et à mesure ? Ouais. Putain, c'est incroyable. Et si tu payes pas les 500 000 à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Ils le récupèrent. Ok. Mais eux, ils veulent pas les récupérer, ça les intéresse pas, c'est trop petit pour eux. Donc au pire, ils te prêtent 500 000 pour... Ouais, tu vas leur demander, tu vas trouver. De toute façon, tu payerais 500 000 pour être propriétaire d'un bureau à 4 millions 5. Tout le monde te le prête, ça, y a pas de souci. Et donc là, tu as essayé propriétaire des bureaux qui maintenant ont doublé de prix, quoi. Elle est techniquement d'ailleurs pas propriétaire puisque c'est la Sogefimur. Ah oui. Donc ce qui est marrant, c'est qu'aux AG, par exemple, c'est la Sogefimur qui est convoquée, qui m'envoie un pouvoir pour que je représente la Sogefimur. Tu as un ordre d'idée de, je sais pas si tu regardes des indicateurs comme la rentabilité, des trucs comme ça, des bureaux par rapport au résidentiel ou des choses comme ça? En fait, moi, oui, mais j'ai une idée un peu twistée parce que j'essaie que de faire des coups fumants. Enfin, entre guillemets, ces bureaux, je les ai payés aussi en 2017, 5 000 euros du mètre carré. Donc, c'est là où je te dis, on a acheté 350 mètres carrés. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, tu vois, on est devant une bande de jeunes qui écoutent un peu, qui doivent se dire, les mecs, ils parlent en millions, c'est n'importe quoi, etc. Il y a probablement dans les auditeurs... Mais en fait, moi, tout cet argent, au début, je ne l'avais pas, quoi. On l'a fait tout seul. On a vendu des projets à des banquiers en leur disant... et c'est là où tu as une vraie aide des banquiers de temps en temps quand tu sais leur parler. Faut pas se mettre en défiance, quoi. Tu leur proposes un projet, t'arrives, t'es jeune, t'as une vision, t'as une grinta, ils croient en toi, ils te disent go. Encore une fois, j'en ai 6 sur 7 qui m'ont dit oui. Et l'argent, je l'avais pas. Hein. Donc à un moment, ça vient de nulle part, tout ça. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est possible. Et donc, après, une fois que tu fais ça, bah, tu vois que tu achètes 2 millions 100, un truc qui se loue à peu près 200 000 euros par an aujourd'hui. Le ratio, il est plutôt assez bon, tu vois, parce que c'est quasiment 10% des 2 millions 100. Ouais. Et ça se paye tout seul, très largement. Il faut juste être un chien de la casse, c'est un peu ça. Ouais. Mais... Après, il y a des gens qui arrivent à faire des coups magistraux sur des trucs hyper chers, qui achètent des choses, tu vois, j'en ai rencontré dans l'IMO, qui achètent des choses à 13-14 000 euros du mètre carré, avenue Foch, qui le refont entièrement et qui les revendent 18-19 000 à des Américains. Ouais. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Moi, c'est pas mon sweet spot, c'est pas là où je suis fort. Ouais. Moi, je cherche des choses. En revanche, là où il faut être très fort là-dessus, et moi, là où je crois... que je suis fort, enfin je sais que je suis fort et que je peux recommander ou partager avec d'autres, c'est quand tu vois un truc, tu dis mais c'est chelou, c'est pas très cher ce machin, tu fais une offre, tu t'en fous, tu fais une offre et après tu te démerdes. Au pire tu te retires, y a toujours un moyen de se retirer de près de loin, mais il faut faire l'offre. Moi sur le bureau, donc le bureau était à vendre avant frais de notaire, avant travaux, 1 800 000 euros. Il y a des avocats qui avait fait une offre, on n'est pas très loin du nouveau palais de justice. À l'époque, il n'avait pas ouvert, il n'y avait pas encore le métro, ligne 14, etc. Il y a des avocats qui avaient fait une offre à 1 780 000 euros. Ouais. 20 000 de moins. Tu dis, c'est débile. Enfin, tu vois, moi j'arrive, je dis, je fais une offre au prix. Alors, il y a tout un sujet. Il y a des gens qui me disent, tu fais une offre au prix, ils ne sont pas obligés d'accepter. Moi, de ce que je sais, oui. En tout cas, j'ai mis une pression max. J'ai dit, non, mais moi, mon offre, elle est au prix, tu la prends, point, etc. Et puis, je ne savais pas si je l'aurais le financement. J'en avais aucune idée. Ouais. Mais en fait, je l'ai eu. Tu vois, je me suis arraché pour l'avoir. J'ai bossé nuit et jour. Honnêtement, le dossier, je me suis bien arraché. Et ce dossier, je l'ai réutilisé pour faire un autre dossier. T'as vu la Villa Maria à Bordeaux ou pas ? Non. On a acheté. Donc, et ce qui est drôle, c'est que là-dessus, avec mes podcasts, je raconte tout ça. J'en parle ici. Et du coup, il y a des gens qui viennent avec des bons plans vers moi. Ils savent que je suis un peu Mister Bon Plan, que j'essaye, j'arrive à trouver les financements, que je veux faire des trucs. Et j'en ai vraiment aujourd'hui, de plus en plus. Et donc, il y a un de mes auditeurs que j'avais rencontré 1 ou 2 fois avant, Adrien Ormière, qui un jour m'envoie un message et me dit, écoute, j'ai un truc là à Bordeaux, on est en train de racheter quelque chose, et ils avaient fait une offre pour racheter à l'État, aux enchères, c'est des enchères inversées, c'est celui qui fait la plus haute offre, la villa, on appelle ça l'hôtel particulier du général de l'armée de l'air du sud-ouest de la France. 2,5 millions.
Ok, il me dit, pour nous, c'est un peu gros, et puis on sait pas trop quoi en faire, on aimerait peut-être en faire un bureau, etc. Ils ont fait l'offre qui avait déjà été acceptée ou ils ont Ouais, juste en fait gros, l'offre? ils étaient en train de l'avoir accepté, Ok. ils étaient quasiment sûrs de leur coût, Ok. etc. Et il me dit, est-ce que tu veux te mettre avec nous? Ouais. Donc, participer au financement, Ouais, au financement et puis au projet. au projet. Ouais. Et là, là, je leur ai dit, OK, je suis allé visiter, je dis, banco, on y va. Alors, ils m'ont fait payer un premium parce qu'ils avaient eu l'offre, c'est eux qui avaient l'offre, Ouais. donc c'est normal, ça nous a coûté 80 000 euros, je pense, Ok. qu'on leur a donné pour être de l'aventure. Ouais. Maintenant, on est à 50-50, puis après, on a fait rentrer Kimono, tu les connais, Ouais, bien sûr. voilà, Olivier Ramel et toute la clique, Hugo Benz. Et en fait, on a acheté ce truc-là. On a fait, là, pour le coup, des travaux assez chers. On a fait 2 millions de travaux. Donc, c'est un projet qui passait de 2 millions à 2,5 millions à 4 millions 5. Ouais. Mais qui, je pense, aujourd'hui, en vaut 6. À un moment, en tout cas, au plus haut du marché, il en valait 6, 7, je pense. Et là, vous allez faire quoi dedans? Alors, ce sont des bureaux. Il y a 100 places, une garderie. Alors, en fait, moi, j'ai fait un truc. C'est que j'ai dit, j'ai mis la barre assez haute. J'ai dit, je veux que ce soit le plus beau bureau de France. Donc, on a un grand terrain, il y a un jardin. Là, j'ai une de mes Julie ce matin, non, c'était Jeanne au bureau qui me disait, Julie, elle est là-bas tout le temps. Elle me dit, moi, j'adore aller à Bordeaux. La plupart du temps, on travaille dehors, c'est trop bien, au bord de la piscine. Parce qu'il y a une piscine, une garderie, un grand parc. Personne ne bosse dans Mais si, tu bosses au bord de la piscine, tu peux bosser les pieds dans l'eau. Et un grand parc, sans poste, c'est hyper beau. C'est à Codéran, qui est un quartier assez cosy, assez chic. Et en fait, voilà, tu arrives à la fin à faire des bureaux qui sont beaux, qui sont cool, qui ont de bonnes conditions de travail pour tes collaborateurs. Et en plus, donc on a 1000 mètres carrés pour 4,5 millions, ça fait 4 500 € du mètre carré à Codéran. À mon avis, ça se traite quand même aujourd'hui plutôt à 5 ou 6 000. Donc, et puis ça se paye. J'ai aussi un truc pour ceux qui font des bureaux et qui louent au poste. Ouais. Il faut absolument faire une chose, c'est du prélèvement auto. Parce que aller chercher les paiements, c'est un enfer. Ah, mais les boîtes n'aiment pas le prélèvement auto. Ah ouais, mais moi, en fait, ce que je fais, ça, je l'ai fait au bout de quelques années. C'est un petit secret, mais qui marche bien. C'est que je dis, alors, on est peut-être augmenté à Paris maintenant, on est peut-être à 400, mais en gros, on va dire c'est 400 € si tu payes toi-même, et c'est 370, on fait une remise de 10%, ou un peu moins, mais 7-8% si tu acceptes le prélèvement auto. C'est très malin. Et tout le monde accepte. Bah ouais, j'imagine. Ouais. T'as d'autres techniques de négo, à part faire des prix d'entrée très agressifs, là, donc tu nous parlais 2 millions et 6 millions, donc 30% de l'offre. T'as d'autres techniques de négo qui marchent bien, et qui t'ont permis de faire des coups un peu? Disons que, alors, à la fois à l'inverse, tu vois, ce que j'ai fait sur l'autre rue de Saussure, je l'ai acheté au prix. Hein. Au prix, donc, il y a un moment où il faut savoir... Faut avoir du discernement. Faut avoir du discernement. Il faut bien savoir ce que tu veux, là où tu te projettes, mais il faut être intraitable sur les prix, intraitable sur les... Là, je fais des erreurs de débutant que j'ai jamais faites avant, mais parce que j'ai des gens qui sont censés suivre les chantiers pour moi, j'y vais pas beaucoup en ce moment. Et en fait, les chantiers, si tu veux que ça avance, c'est tous les jours. Parce que, en fait, quand il va tous les jours. Toi, un perso ou tous les jours quelqu'un? Idéalement, tous les jours. Ouais. Enfin, il faut que quelqu'un y passe tous les jours. Mais si tu peux être à côté et y passer, en fait, et ne jamais prévenir. Parce qu'en fait, tu vois bien que quand tu arrives sur un chantier que tu préviens pas, il y a personne. Et en fait, le grand jeu, c'est de mettre tes ouvriers là où ça gueule le plus. Donc, si toi, tu es présent tout le temps, tes ouvriers, ils seront là tout le temps. Et là, moi, j'ai ce bien du 18e, je l'ai remis je le refais intégralement. 1500 € du mètre carré, c'est ce que je te dis. Ouais. Intégralement, je l'ai mis on a commencé en septembre, ça devait être fini en décembre. On est en avril, c'est toujours pas terminé. Et c'est de ma faute. T'as reçu plus de 200 invités dans la Martingale. Est-ce qu'il y a un invité qui t'a... Donc la Martingale, c'est ton podcast sur l'éducation financière, finance perso. Est-ce qu'il y a un invité qui vraiment t'a marqué et genre si on devait écouter un épisode, ce serait lequel? Ah, c'est hyper dur. Hein. Ouais, c'est dur, mais il faut se mouiller un peu, quoi. Bah, celui qui me marque le plus, honnêtement, c'est pas sympa pour les autres, et je le dis jamais sur Génération It Yourself, mais qui est hallucinant, c'est Owen Simon. Asher, tu vois? Non. Tu le connais pas, Asher? Non. Alors tu t'intéresses pas aux crypto, peut-être? Pas du tout. Ok. Le mec, à chaque fois que je le vois, je lui dis, bon, t'as quel âge maintenant? Et là, je me dis, il doit bien avoir 30 piges, maintenant il a 26 ans. Le mec, c'est l'influenceur crypto par excellence. Vous connaissez Asher? Personne, non? Il est smart. En fait, dans la crypto, tu te dis, attends, c'est un truc de margoulin, il n'y a que des arnaques, etc. Je dirais pas qu'il a jamais... Mais en tout cas, là, maintenant, il est vraiment... il a des tampons AMF, il est vraiment street cred au max. Ouais. Il gère 300 millions d'encours pour des clients, certains corporates, certains... voilà.
il m'a expliqué toutes les grosses arnaques sur les cryptos, comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait pas faire, ce dont il faut se méfier, alors que tous les influenceurs crypto veulent jamais trop dire ça parce que en fait ils ont tous plus ou moins mouillé, plus ou moins dans un truc à un moment ou un autre. Et il est d'une violence. Waouh. Et bon, voilà. Et pour la petite histoire, j'ai fait un épisode. Tu connais Marc Fiorentino, peut-être? Donc, newsletter que je vous recommande à fond. Donc, mon financier. Et mon meilleur placement maintenant, ça s'appelle. Meilleur taux, Meilleur taux, meilleur placement, je crois. Et donc, j'ai fait un jour une rencontre Marc Fiorentino, Asher en live. L'ancienne école. Et c'est marrant, je pensais que ça allait clasher ou être un peu électrique. Ils sont tous les deux kiffés. Et c'est drôle entre. Personnalité intelligente, voilà. Et c'est intéressant, tu disais tout à l'heure que du coup avec tous ces invités, on te proposait pas mal de deals, d'opportunités, etc. T'as jamais pensé à monter un club un peu pour mutualiser ces opportunités et voilà, que ça fasse aussi des opportunités de financement pour d'autres et que ça lève pas mal d'argent, quoi. Alors si, je tourne autour de ce truc-là. Ce que je trouve délicat... Il y a le Blast qui a pas mal marché. Ouais, ça marche très bien. Après... ce que je trouve délicat, c'est que moi, j'ai une religion là-dedans, c'est l'alignement d'intérêts, le skin in the game. Pour moi, en fait, je trouve que dans beaucoup d'univers, les Américains ont été les premiers souvent à faire ça, mais il y a trop de frais un peu partout, et en fait, à la fin, tu as intérêt à faire des deals. Juste pour prendre les frais de gestion. Ouais. Et où en fait ta communauté ce sont des deals pourris. Et alors l'année dernière j'ai fait un premier move là-dessus, c'est que je suis rentré dans un fonds on a créé un fonds qui s'appelle ovni.vc que je te recommande. je te présenterai. Non mais c'est vrai, vraiment un super fonds. J'ai eu vraiment des opportunités de ouf. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me proposaient littéralement en tant qu'influenceur des sommes à 6 chiffres. Pour aller faire de la récolte, tu vois, et faire investir ma communauté dans des trucs. Et tu dis à un moment, si je récolte des sommes à 6 chiffres, ça veut dire qu'il y a probablement trop d'argent qui se fait, Et moi, je voulais pas trop aller là-dedans. Et donc, du coup, je me suis dit, je préfère faire un truc dans lequel OVNI, moi, est venu vers moi, ils m'ont dit, c'est toi qui vas investir une somme à 6 chiffres. Donc, c'est moi qui paye. Et je dis à tout le monde, venez avec moi. Enfin, venez, d'ailleurs, faites ce que vous voulez. Il y a là-dessus aussi, c'est encadré, l'autorité des marchés financiers. Je fais pas d'appel public à l'épargne. Moi, je dis, regardez ce qu'on fait, vous pouvez venir, il faut être investisseur professionnel, il faut un montant minimum. Donc, on investit dans des boîtes et on fait en plus des club deals en parallèle dans les boîtes dans lesquelles on a investi. Donc, si tu veux investir... que dans les boîtes, pas dans l'IMO. Pas dans l'IMO, pas pour l'instant. Mais ça m'intéresse de le faire. Mais du coup, tu es à la Martingale, Génération Do It Yourself, OVNI. Tout à l'heure, on parlait de Alvo.market. Ouais. Comment tu t'organises? Tu as tes bureaux à gérer, tu as ton appart, tu as ton truc, je ne les gère pas. Les apparts, tu as le co-living. J'ai un assistant avec une boîte qui s'appelle Double, dont je suis actionnaire. J'investis dans des boîtes en plus, dont j'ai arrêté un peu, maintenant c'est tout OVNI. Mais donc je délègue beaucoup. La plupart de ces business, quand même, ils se gèrent. Et puis, j'ai des associés. Et puis, voilà. Mais tu fais bien de mentionner Alvo parce que pour moi, c'est un... En fait, tu vois, c'est difficile aujourd'hui pour les plus jeunes. Tu l'as dit, je crois avant qu'on enregistre, de se dire je vais acheter un appartement ou quelque chose comme ça parce qu'en fait, déjà, les taux d'intérêt sont très chers. En plus, les prix d'achat et de vente sont très chers. Qu'à un moment, tu dis je vais me retrouver tanké, je vais acheter un truc... hyper cher, que je ne vendrai pas forcément plus cher, en plus, qui m'aura coûté cher tout au long de ce truc-là. Nous, on a eu la chance de pouvoir acheter tout ça. Quand tu achètes une boîte qui marche bien, même une petite, petite, il y a 2 ans, on a acheté une newsletter qui s'appelle Magma, que je te recommande aussi. Magma, on l'a acheté 200 000 euros. Combien de lecteurs En gros, elle faisait... un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, enfin 220, 230 TTC, parce que c'est 240 euros par an, la newsletter. Et ça te permet, c'est un truc de ouf. Les plus gros clickers, les plus gros entrepreneurs français, les mecs les plus à la pointe, je peux pas le dire comme ça, mais nous on sait qui clique et t'hallucines. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les dieux le père de l'entrepreneuriat français sont à fond sur Magma. Et pour 240 euros par mois, c'est vraiment un cadeau. Et donc, on en avait 1000. Donc, ça fait 240 000 euros par an. Le chiffre d'affaires TTC, t'enlèves, t'es à peu près à 200 000. On a payé une année de chiffre d'affaires, ça faisait 0 en rentabilité. Ça se payait. Ils payaient les salaires de tout le monde, les freelances, etc. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a même pas 2 ans. Et en 18 mois,
on a fait 2 fois et demi le chiffre d'affaires. Donc, on est passé de 200 000 à près de 500 000. Ok. Sauf que quand tu passes de 200 000 à près de 500 000, les 300 000 au-dessus, c'est quasiment que de la marge. Parce qu'on n'a pas augmenté le nombre de collaborateurs drastiquement, etc., etc. Et donc, en fait, en un an, en 18 mois, on a remboursé l'investissement initial de 200 000 euros, puisqu'on fait 300 000 euros de marge. J'arrondis volontairement, mais voilà. Et aujourd'hui, ce que les Américains appellent les BBB, les Boomer Boring Businesses, il y a plein de business à vendre, pas forcément très cher, pas forcément très risqués, sur lesquels toi, tu arrives avec ton savoir-faire, tu les digitalises, tu y mets beaucoup d'entrain, tu y mets de l'énergie, et en fait, tu peux les faire partir dans l'espace. Et ça peut faire x2, x8, x10, x100, en fait. Un appart, ça fera jamais x100. Mais du coup, où est-ce qu'on y retrouve ces opportunités ? Sur Alvo.market, qui est une société qu'on a créée. Et tu as des petits secteurs niches, là, ou des petites opportunités que tu as remarquées qui sont particulièrement intéressantes ? Écoute, faut regarder. Moi, j'aime bien. Alors, faut regarder déjà en dehors des grandes villes, potentiellement, en dehors de Paris, parce que là-dessus, t'as plein d'opportunités qui sont vraiment très bien, sur lesquelles il y a moins de pression, en fait. Ouais, okay. Voilà. Faut regarder tous les secteurs du genre industrie, parce que t'as plein de gens qui font des. Je sais plus, on avait un truc qui faisait du traitement de métal, là. Bon, il y a 20 personnes, ça fait 2 millions de chiffres d'affaires, c'est plus gros. C'est pour des gens qui seraient déjà pas des entrepreneurs, mais des cadres, 35-40 ans, etc. Et là, en fait, quand tu analyses la boîte, elle fait quasiment pas d'international. Et il n'y a pas de raison qu'une boîte comme ça ait qu'un marché local. C'est juste qu'en fait, ils parlent français, ils sont dans le Limousin ou je sais pas où. Mais tu t'internationalises le site, tu travailles un peu ton référencement naturel sur Google. Tu vois, il y a tout de suite aujourd'hui, notre playground, notre terrain de jeu, il est européen au moins. Tu vois. Le métal. Et par exemple. Il y a 2-3 questions coup de poing qu'on aime bien poser dans ce podcast. Acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif ? Acheter d'abord un truc pas cher. Non, mais faire des coups de fusil. Okay. Pour moi, le débat résidence principale ou locatif, il est débile. Aujourd'hui, après les Américains qui ont fait ça, c'était Ramit Sethi, je ne sais pas si tu connais, mais qui est vraiment... pour moi, un influenceur extraordinaire, mais qui est un des premiers à être sorti. Et puis, du coup, il y a plein de Français qui le suivent et qui disent qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. C'est des conneries. En fait... faut acheter pas cher, quoi. Si tu achètes ta résidence principale à 20% en dessous du prix du marché, à la fin, tu files quand même pas ton pognon à un propriétaire, quoi. Enfin, excuse-moi, mais quand tu files à Paris au minimum, si tu as des enfants, 2 500 € par mois à quelqu'un d'autre, il y a un moment, si tu acceptes de vivre dans un tout petit peu plus petit, c'est pas forcément idiot. Cela dit, ça grève ta capacité d'emprunt. Donc, si tu achètes pas cher plein d'endroits où tu es net positif à la fin et que tu es capable à chaque nouvel appart de gagner de l'argent et d'augmenter ta capacité d'emprunt, évidemment, c'est beaucoup mieux. Mais c'est quand même un sacerdoce, en fait. C'est-à-dire que tu vas devenir une sorte d'entrepreneur dans l'immobilier et c'est très bien. Moi, je l'ai fait. Il y en a plein qui le font. Mais c'est quasiment un side business. Mais c'est intéressant ton conseil parce que, en fait, je trouve qu'il y a un côté assez intimidant dans l'agent immobilier, dans le propriétaire. Moi, je me rappelle quand j'ai acheté mon appart, on m'a dit c'est tant. Tu as du mal au début à te dire je vais faire une offre en dessous, etc. Puis il y a vachement de concurrence, etc. Mais en fait, il faut y aller vraiment assez agressif, quoi. En fait, faut y aller agressif. Faut dire il n'y a pas de conditions suspensives. Ouais. Encore une fois, il y a un moment où le temps que tout ça passe, etc., tu vois un peu comment c'est, et tu te retires au bout de 2 ou 3 jours si t'es pas... Mais en revanche, il faut faire l'offre vite et pas cher. Si tu sais qu'en revanche, le truc est déjà pas cher par rapport à tout ce que tu regardes, moi, mon conseil, c'est d'avoir des alertes dans tous les sens. Moi, j'ai des alertes dans tous les sens. J'ai des alertes... alors que je suis pas acheteur, tu vois, sur plein de trucs, à des prix débiles, en revanche, mais très bas. Puis une fois de temps en temps, t'as un truc qui tombe, tu te dis... c'est quoi ce bordel ? Tu vas visiter et puis tu as une opportunité. Donc c'est quoi tes là ? C'est Se Loger, Jinka, ouais. Même Le Bon Coin. Le Bon Coin, t'as des trucs débiles qui se passent sur Le Bon Coin. et j'en ai, tu vois, dans des stations de ski parce que tu vois, je rêve d'avoir un chalet un jour, mais c'est pareil. Tu vois, ça fait des années que je suis sur un chalet, des années. Et en fait, il y a un jour peut-être qu'il y aura un chalet. Le mec, il s'est trompé. Juste, ils en ont marre, ils veulent le larguer, ça arrive, quoi. T'attends l'opportunité, avec ou sans travaux ? Avec plein de travaux. Ouais. Alors que si t'achètes sans travaux, c'est que tu te fais bananer. Enfin, c'est sûr. Si t'achètes un truc
Je dis ça, et le premier appart que j'ai acheté, j'ai quasiment pas fait de travaux. Mais parce que j'étais dans une période spéciale où le mec était collé avec depuis plus de 12 mois. Et t'as trouvé un bon entrepreneur ? Ouais, mais ça dure jamais longtemps. Le bon entrepreneur, il finit toujours par grossir, voilà. Mais non, les travaux, c'est la clé. Et les travaux, en revanche, c'est pareil. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais faut aller sur le chantier. Faut aller sur le chantier, ta salle de bain, ton machin, ton truc, les cuisines à Watt Mill, c'est non, quoi, tu vois. C'est vraiment, tu dois limiter au max du max du max, tu dois négocier au début, tu dois expliquer que si tu dois faire payer, mais des intérêts de retard, tu dois être une barre de fer sur tout. Gérer seul ou avec une agence ? Autant que possible seul. Après, il y a un moment où c'est plus possible, mais autant que possible seul. Notamment si tu es sur du très long terme. Dès que ça bouge, tu vois, moi, le co-living, j'ai une rotation de... Allez, en tout cas, 2-3 chambres par an, tu vois. Je peux pas aller à Colombes. Non, impossible faire des visites, c'est impossible, même pas en rêve. En revanche, dans le 18e, il y a des moments où j'y allais pas pendant 3 ans, tu vois. Okay. Donc, si je peux éviter de filer 8% de... Tu vois, tu parles de 3 000 euros par an, c'est impossible, tu vois. Yes. Donc, sans autant que possible. On arrive vers la fin. Est-ce que tu as des prochains projets en IMO qui arrivent là ? J'aimerais faire ce qu'on appelle une Creators House. J'aimerais, tu vois, dans mon plus grand des rêves, réunir Hugo Décrypte, Léna Situation, Squeezie. Ce ne sera pas forcément ce cas, toutes ces personnes, mais il y en a dans certains d'entre eux avec qui on en parle. Hein. Et qu'est-ce que tu attends alors ? Et je voudrais acheter faut que je trouve le bon spot. Ah, c'est le lieu qui te manque. C'est le lieu qui me manque parce que je veux un truc assez original avec des sous-sols notamment parce que la problématique c'est que quand tu enregistres avec de la lumière, finalement tu dois avoir des gros spots. Enfin, souvent tu vas obstruer la lumière pour être certain d'avoir une lumière ISO tout le temps. Okay. Donc finalement acheter en étage où ça coûte plus cher, ça sert à rien. T'es mieux en sous-sol où en plus il fait plus frais. Enfin pour plein de raisons, les studios t'es très bien en sous-sol. Okay. Donc il faudrait que je trouve soit un truc avec un peu d'étage au-dessus pour faire des bureaux et en dessous des anciens parkings, un peu de hauteur sous plafond, des choses comme ça. Donc je cherche ça. Tu cherches où comme ça on passe un petit appel. Je cherche, c'est simple, 2e, 9e, 17e. En fait c'est du 2e de Sentier, tout le Sentier. Et l'ouest de Paris, de 16e nord, 17e, 8e, 9e. Mais voilà, c'est là où sont les médias et toutes ces choses-là. Si tu vas trop à l'est, il y a beaucoup de personnalités qui ne se déplacent pas. Et combien de mètres carrés ? Entre 1000 et 2000. Bon, par contre, tu vas négocier dur le montage. Ouais, mais il y en a. Tu vois, en fait, c'est des trucs potentiellement un peu pourris, encore une fois. Tu vois, j'achète un truc, il y a de moins en moins de voitures dans Paris. Je suis prêt à prendre un truc qui fait moins 4 étages. Donc, pourquoi pas, tu vois. Et après, j'aimerais faire un gros projet chalet où tu vois, j'adore ce que fait Thibaut Elzière et son frère, la Iconic House. C'est tellement le feu. Tu vois ce que c'est ou pas ? Je vois ce que c'est, mais je ne comprends pas qui loue ces trucs-là, vu les prix que c'est. Ouais, je sais pas. Tiens, désolé. Non, mais je trouve ça très bien. Mais là, il disait qu'il lançait les week-ends. S'il lance les week-ends et avant, il faisait que des semaines, c'est peut-être qu'il loue pas tout le temps. Non, mais attends, la semaine, c'était, je sais plus, 10-15 000 euros, non ? Un truc comme ça. Oh, je pensais beaucoup plus, même. Ah ouais ? Mais c'est quasi de l'hôtellerie de luxe, en fait. Hein. Mais voilà. Bon, c'est que des Américains, non, qui louent ces trucs. Non, mais après, voilà. Et j'ai fait un épisode super récemment sur la SARL de famille pour acheter de l'immobilier en location, plus que de la SCI. Alors, c'est pour les familles, mais alors vraiment à voir absolument. Et donc, voilà, je pense que, tu vois, moi, aujourd'hui, en revanche, je pense tout. Quand je pense chalet ou j'aimerais bien m'acheter, je sais pas, pourquoi pas une maison de campagne, je pense tout en version hybride, quoi. Je me dis pas... c'est quoi que tu appelles version hybride ? En fait, il faut que ce soit louable... à 90% du temps à d'autres gens que moi, en fait. Moi, je suis juste là quand c'est dispo, tu vois. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire qu'on devrait avoir sur ce podcast ? Écoute, Marc Fiorentino, pourquoi pas. Je te disais Rami Tsetti, mais c'est un Américain. Je le trouve... En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, et c'était la thèse de base de la martingale, c'est ce qu'on appelle le goal-based investment. Tu vois, c'est donc l'investissement par objectif. En gros, je reviens sur ce que je disais au début, mais
Enfin, l'argent, tu peux finir le plus... Moi, une expression qui me traumatise, c'est de mourir le plus riche du cimetière. Ouais. Alors, vraiment, tu te dis, mais... et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont... Enfin, j'ai connu beaucoup de gens autour de moi qui étaient radins, mais t'imagines même pas, qui ont plein d'argent sur leur compte et qui en font rien et qui ça les effraie de dépenser. Et qui sont malheureux. Voilà. À la fois, dépenser pour dépenser, c'est pareil. Moi, l'opulence, acheter des fringues à gogo et tout, ça sert à rien, ça m'intéresse pas. Cela dit... être capable de l'utiliser pour être un acteur de l'économie et tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi ton objectif, toi, Non, mais les objectifs, en fait, il y a un truc qui est intéressant quand tu y penses bien, c'est que dans la vie, les objectifs, on a tous les mêmes. Et alors là, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, moi, c'est différent. Mais à un moment, en fait, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que sont les gros objectifs, les gros investissements dans une vie ? La première chose, c'est le mariage. Un mariage, ça coûte cher. Alors, tu vas te marier, mais un mariage, ça coûte cher. Un mariage, ça coûte 15 000 euros, 20 000 euros. T'y passes pas tous, hein. Il y en a peut-être un peu moins maintenant, mais il y en a beaucoup quand même. Et c'est un événement qui coûte cher. La deuxième, et dans le mariage, t'as potentiellement, ça c'est les Américains dans leur truc, mais la bague de fiançailles qui doit coûter 3 mois de salaire, etc. Mais Ramit Sethi, il te raconte que lui, il a payé sa bague de fiançailles alors qu'il connaissait pas encore sa femme, tu vois. Je trouve ça mythique. Mais après, ce qui va te coûter, c'est l'investissement immobilier. Tu vas acheter ton appart. Tu vas avoir des enfants, ça te coûte cher, parce que les enfants, ça coûte cher. On a fait le calcul dans un épisode de La Martingale, un enfant, c'est 300 000 euros dans ta vie. Tu as 3 enfants, ça va te coûter 1 million. Et donc, un enfant, ça coûte cher. Et je t'ai vu lever les yeux, mais tu verras, hein, écoute cet épisode. Et après, tu vas avoir, donc pour les enfants... tout ce que tu veux leur donner, ou les vacances, pardon, je reviens, un enfant, ça coûte cher, les vacances, donc par an, en fait, ton budget vacances, il peut être à peu près ISO. Moi, je sais que par an, mon budget vacances, je veux qu'il soit énorme. Non, mais en fait, on bosse comme des yinches, tu vois, je veux pas me priver en vacances. Tu vois, ça sert à quoi de gagner... de bosser comme des cons, de 8h à 20h, de bosser la nuit, le machin, le soir. Moi, je bosse tout le temps, mais je m'éclate, j'ai cette chance. Hein. Mais si en vacances, t'es là, voilà. Je veux pouvoir... Et en fait, il y a 3 grands... Pardon, je suis très bavard, mais il y a 3 grands niveaux de richesse. Le premier niveau de richesse, c'est quand tu regardes plus le prix des choses quand tu es au supermarché. Le deuxième niveau de richesse, c'est quand tu regardes plus les choses quand tu es au restaurant. Le prix des choses. Et le troisième niveau de richesse, c'est quand tu regardes plus les prix quand tu pars en vacances. Ouais, ça. Et moi, je suis presque à ce troisième niveau de richesse. C'est-à-dire que je vais au restaurant, je m'en fous, en fait. Maintenant, je m'astreins à ne pas regarder les prix à droite. Tu vois, à me dire, je vais regarder ce qu'il y a et je vais prendre ce que je veux. Parce que je m'en fous des prix, en fait. En vacances, je voyage pas en business avec toute ma famille, j'ai 3 enfants. Je regarde le prix de la villa quand je la loue. Et voilà, je fais attention à tout ça. Et une fois que tu as atteint cet objectif de ne plus regarder les prix en vacances, tu t'arrêtes ? Je m'arrête de bosser. Ouais. Non, parce que moi j'ai cette chance, mon boulot, c'est mon kiff. Ouais. En fait, tu vois, pour moi, la retraite, c'est la mort. Mais ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais pour moi, le Graal, c'est de réussir à aligner... ta passion avec ton métier, quoi. Et de temps en temps, tu vas aligner ton métier avec ta passion. Ça va être un peu des deux, mais moi, si je m'arrête, je m'ennuie, de toute façon. Donc, voilà. Et encore une fois, comme mon moteur, c'est pas l'argent, c'est les gens, c'est les rencontres, c'est... en fait, il n'y a pas de raison de s'arrêter, tu vois. Magnifique. Du coup, tu intervieweras encore des entrepreneurs dans 30 ans ? Exactement. Magnifique. Et ben écoute, merci énormément pour ton temps. Merci pour tous ces conseils. C'était extrêmement instructif. Je suis très bavard, hein, je sais, mais bon, pour une fois qu'on me donne le micro, c'est une mine d'or d'informations. Merci Raphaël. Et puis, si vous écoutez ce podcast, c'est en version podcast et YouTube, c'est ça ? Exactement. Ce qu'il faut dire à tout le monde et rappeler, c'est abonnez-vous, parce que c'est très important. À chaque fois, moi, je gagne mes abonnés à la sueur de mon front, en prenant leur téléphone et en les abonnant d'office. Je le fais vraiment tous les jours. Je suis dans un taxi, je vais gagner 1 abonné, c'est mon objectif. À la mano, 2 abonnés par jour. Et puis, c'est combien d'abonnés, Génération Do It Yourself ? En abonnés, ça doit être 300 ou 400 000. Ah ouais. Ça fait un peu plus d'1 million, à environ 1 million d'écoutes par mois. C'est un des plus gros podcasts de France. En français, ouais, sur les talks, quoi, avec mon amie Clémentine Gallet sur Bliss. Ouais. Incroyable. Et merci pour ton temps. Merci Raphaël. Salut. Salut. Au coin de ma rue,